Il y a 50 ans, il était donc au cœur de la contestation. Il participait à l'atelier populaire qui avait pris ses quartiers à l'école des Beaux-Arts à Paris. Un atelier qui va produire pendant 1 mois et demi la plupart des affiches de mai 68, des affiches, des slogans qui sont entrés dans l'histoire et qui sont exposés en ce moment aux Beaux-Arts à Paris jusqu'au 20 mai. Bonsoir Gérard Fromanger. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce 1er mai jour chômé. Et je crois savoir que vous êtes un travailleur infatigable, vous n'arrêtez jamais. C'est-à-dire que l'artiste, on ne fait que ça, on pense qu'à ça, c'est ça. Et on appelle ça travailler. Oui. Voilà, on va beaucoup parler de mai 68, puisque vous avez participé à ce mouvement, comme Daniel Cohn-Bendit. Alors il a cette formule assez amusante, il dit qu'il est un poilu de 68. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous aussi? Évidemment, il a complètement raison. Il est toujours aussi jeune, sympathique et drôle. Effectivement, pour un garçon comme il était, qui avait 20 ans en 68, un homme de 1918, c'était donc 50 ans avant, c'était un poilu en 68. Mais... 50 ans après 68, nous sommes des poilus de 68, pour un jeune de 20 ans aujourd'hui. Voilà, mais ça reste pour nous, pour tout le monde, enfin pour beaucoup de gens, une période assez fascinante. Alors quel souvenir gardez-vous alors beaucoup de cette période, de mai 68, de cet atelier populaire? Comment vous êtes retrouvés embarqués dans l'aventure? C'est-à-dire tout le pays était en grève, pratiquement toutes les usines, 9 sur 10, étaient occupées, et nous, les artistes, nous ne précédons jamais une révolte, sinon une révolution. Mais si on veut, si on est engagé, si on se sent appelé à ça, on suit, on veut servir à quelque chose. Et on s'est dit, bon, nous, notre usine à occuper, c'est laquelle? On a pensé tout de suite que ça ne pouvait être que l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, où nous avons été un peu appelés par un garçon qui s'appelait Bruno Chiesane et qui est toujours d'ailleurs un sociologue, philosophe de l'architecture. Donc il était très actif dans les Beaux-Arts. Il nous a dit, alors les peintres, vous vous agitez, vous venez nous retrouver. On a dit, mais oui, bien sûr, on arrive tout de suite. Et là, vous avez créé des affiches, alors elles sont rentrées dans l'histoire, il y a cette exposition, Images en lutte. Il y a notamment l'affiche des 3 U, c'est vous qui en êtes l'initiateur? On ne saura jamais. Vous ne m'aurez pas, on ne saura jamais. Donc peut-être pas vous. En revanche, il y a des images emblématiques. Les 3 U, il faut dire ce que c'était. Bah oui, voilà, on les voit. Usine. Voilà. Ouais. Usine, université, union, ça a été vraiment une affiche assez forte. Mais ce n'était pas une affiche, c'est ça qu'il faut savoir, si on s'intéresse à ça. C'était une lithographie que nous avions fait avec la vieille machine de l'école des Beaux-Arts. Il n'y avait que ça dans l'école, cette vieille machine à main. Et en une nuit, on a tiré douloureusement 30 exemplaires sur un très beau papier pour les vendre, comme on faisait d'habitude pour une cause ou une autre. Là, c'était pour les comités d'action étudiants ou lycéens. Et puis, je n'ai pas pu sortir de la cour des Beaux-Arts. C'est-à-dire que les étudiants me les ont pris, volés des bras pour les coller. J'ai dit, ah bah oui, évidemment. Pourquoi vendre une lithographie? Ça ne sert à rien. D'ailleurs, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. Tandis que faire des affiches, ça a l'air vraiment utile. Je remonte voir mes copains et je dis, bah voilà ce qui se passe. Et à ce moment-là... le processus était lancé. Le processus d'idée d'affiche était lancé. Et la technique était toute trouvée grâce à l'arrivée, coïncidence heureuse, de notre ami peintre Guy de Rougemont, qui avait la sérigraphie. C'est-à-dire une méthode très simple, rapide, efficace, artisanale, avec lesquelles on a fait, je ne sais pas combien, 300 000 affiches, 500 000 affiches en 1 mois et demi. Alors, il y a des images très fortes, emblématiques. Votre drapeau tricolore qui saigne. Qui n'a jamais été accepté. Oui, vous le racontez, ça a été compliqué, parce que trop fort. Voilà, il est là et voilà, il va être repris avec Jean-Luc Godard, mais ça, c'est la deuxième partie. Oui, il n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que c'est trop violent? Trop violent. C'est ces jeunes gens en révolte, artistes en plus, donc libres, un peu anarchistes, etc., ont tout à coup eu peur. Ils disaient de l'armée. Ça va faire sortir l'armée. Elle n'était pas loin d'ailleurs, je crois. On disait qu'elle était aux entrées de Paris, prête à agir s'il le fallait, s'ils recevaient l'ordre. Mais bon, ils avaient donc peur je ne sais pas, que c'était antipatriote peut-être. Vous étiez trop moderne encore. En tout cas, c'était pour moi l'exacte représentation de ce qui s'était passé dans la journée. Les affiches, c'était ça. C'était les mots d'ordre que les jeunes gens prononçaient, ou les ouvriers, dans la rue le jour même. Le lendemain, il y avait une affiche sur ce qui s'était dit le jour. Alors, étant donné qu'il y avait eu 50 000 personnes alors là, dans lesquelles j'étais, qui criaient « Nous sommes tous des juifs allemands » dans la rue, le soir, j'ai fait une maquette
d'après une recherche esthétique que j'avais faite quelques années avant sur les choses qui coulent. Parce que ça ne vient pas comme ça, l'idée que ça coule. Et reprenant cette trouvaille de la coulure, disons, pour faire vite, j'ai fait couler ce rouge qui était nous, les manifestants de la journée, sur le blanc et le bleu du drapeau français. Mais après des heures et des heures de discussion, ça a été refusé. Mais Jean-Luc Godard, lui, a aimé. Ah ben, il a su, je ne sais pas par qui, qu'un jeune peintre avait fait ça aux Beaux-Arts. Ça l'intéressait de savoir qui c'était, comment il avait fait, etc. En effet. Et vous avez fait les films, les fameux films Tract. Là, c'était aussi encore une autre façon de enfin, j'ai fait celui-là, en tout cas. De manifester, de celui-là, voilà. Celui-là, avec Jean-Luc, qui, dès qu'il a vu... Parce qu'il m'a demandé comment tu as fait. Alors, j'ai montré comment, techniquement, comment j'avais fait. Et dès qu'il a vu le rouge couler sur le blanc, et dès qu'il a vu que ça bougeait, il dit, mais est-ce que tu veux faire du cinéma? C'est une image-mouvement, comme disait plus tard Gilles Deleuze. Et d'ailleurs, on voit le portrait que vous avez et donc, on a fait un petit film de 2 minutes. Voilà, de 2 minutes qu'on a pu voir, notamment dans votre rétrospective au Centre Pompidou. Alors, on a vu cette couleur, hein, le rouge. Alors, le rouge, on appelle le rouge fromagé, comme il y a le bleu clin ou le bleu Monory, que vous connaissez bien. Oui, enfin, c'était un jeu de mots de Jacques Prévert. Oui, que vous connaissez très bien, mais on va juste... Non, mais j'ai pas l'ambition d'avoir le rouge fromagé. Oui, mais d'autres l'ont eu pour vous, d'autres ont parlé du rouge fromagé et de la couleur. Quelle est l'importance de la couleur dans votre travail? La nuit, il n'y a pas de couleur. Mais le jour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Vous voyez, par exemple, la couleur, elle est représentée par l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? L'arc-en-ciel, chez les Grecs, ça s'appelait l'écharpe d'Iris. Qu'est-ce que ça voulait dire? Zeus, le dieu des dieux, faisait l'amour avec tout ce qui existe. Les pierres, les cailloux, les taureaux, les vaches, les hommes, les femmes, tout. Et notamment avec une jeune fille qui s'appelait Iris. Et tous les matins, après avoir fait l'amour toute la nuit avec elle, il envoyait Iris sur Terre avec une écharpe faite des fils de toutes les couleurs, faire se lever le jour sur la Terre. Iris, nos yeux, notre iris, l'irisation, etc. Le regard. Donc la couleur, c'est la naissance du jour. Voilà, en plus vous êtes poète, mais c'est tout à fait normal. Pour en venir à mai 68, aux couleurs, on a vu qu'il y avait des œuvres engagées comme La mort de Pierre Auverney. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que vous êtes déçu que ça ne soit pas allé plus loin? Comment vous l'avez vécu, cette après? Moi, je n'ai jamais dit « soyons réalistes, demandons l'impossible ». Moi, je suis pour le contraire. J'ai toujours pensé, je pense toujours « soyons impossibles, demandons la réalité », qui est toujours plus intéressante que toutes les rêves, les mythes, les inventions utopiques, etc. Le réel, plonger dans le réel, agir avec le réel. Et le réel, il est passionnant parce qu'il est contradictoire. Et ça vous inspire toujours aujourd'hui, le réel? Toujours. Des toiles, des œuvres? Le réel, c'est ce contre quoi on se cogne. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on tord, qu'on caresse. Voilà le réel. Ça, c'est intéressant. Et vous êtes un artiste, un peintre. Est-ce que vous êtes un artiste engagé? Est-ce que vous vous définissez comme cela? Oh, c'est une expression qui court les rues depuis longtemps. Pourquoi pas? Si ça vous arrange, appelez-moi artiste engagé. Mais je pense que tout le monde est engagé. Oui, mais là, quand on voit cette Tous les œuvre... artistes sont engagés. Mais là, on voit cette œuvre, on voit bien... Les gens qui se promènent sur les Champs-Élysées le samedi après-midi, pardon de vous couper la parole, ils sont engagés dans autre chose que moi. Moi, je préfère, à la Bastille, voir tout mon peuple défiler toute l'année, toutes les professions, toutes les catégories de la France. Et c'est beaucoup plus passionnant que de se balader sur les Champs-Élysées. Mais ils sont engagés dans autre chose. Mais il y a un mot quand même de cette œuvre qui parle des migrants. Là, on sent que vous êtes vraiment en prise avec l'actualité, le réel, comme vous nous l'avez expliqué. C'est ce qui vous inspire aujourd'hui? Et justement, je parlais des Champs-Élysées. Vous voyez, là, il y a en bas ces bateaux de migrants terribles, affreux, dont presque tous les jours on voit la noyade en Méditerranée, là où, sur nos plages, là où on passe nos vacances les plus belles. C'est terrible de sentir, de voir, de connaître ça. Et on ne peut pas dire, comme à une autre époque, on ne savait pas. On sait. Et la solution, d'ailleurs, est très difficile. Et au-dessus, ce sont des gens qui, justement, se baladent sur les Champs-Élysées, avec un gosse sur les épaules, etc. Et je leur ai fait, comme ça on revient au début de votre première question, j'ai fait porter et aux migrants et aux promeneurs sur les Champs-Élysées les mêmes couleurs.
Merci Gérard Fromanger d'avoir été le grand témoin de 64 minutes. Et c'est un peu frustrant. On aimerait vraiment parler de tout votre œuvre. Donc heureusement, cette autobiographie sort donc le jeudi, le 3 mai. Fromanger de toutes les couleurs, par Laurent Grelzalmer. Donc c'est aux éditions Gallimard. Encore une fois, merci beaucoup. C'est pas tout à fait une biographie. Une autobiographie, c'est un entretien.